C'est tout pour les titres, le détail dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la République poursuit son séjour de travail aux États-Unis. S'agissant des énergies renouvelables, le sujet a fait l'objet d'une réunion avec les acteurs de l'Union africaine. Au cours de cette rencontre, le président guinéen, professeur Alpha Condé, coordinateur en charge des énergies renouvelables en Afrique, charme l'attention des partenaires en vue de l'exécution rapide du projet initié par l'Union africaine. Sanassi Keita nous fait le point. Le transport des énergies renouvelables en Afrique est déjà fonctionnel. Coordinateur de l'Union africaine pour les énergies renouvelables. J'ai dit ma nomination. Il distingue de nombreux efforts lancés sur le plan. Nous sélectionnons au cadre de sélectionnons les projets et le delivery unity qui est installé à la BAD. Donc, nous avons eu plusieurs réunions avec l'Union européenne. Une à Conakry, une autre de deux à Bruxelles, et nous sommes tombés d'accord donc sur la gouvernance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec nos amis de l'Union européenne, nous sommes arrivés au point où il faut passer maintenant à l'exécution concrète. Nous savons ce qu'on nous a promis à Paris. Madame Ségolène se rappelle qu'on nous a promis de nouveau dirigeants européens 3 milliards de dollars par an pendant 5 ans. Et j'espère qu'aujourd'hui nous avons rempli toutes les conditions pour que ce financement de l'Union européenne puisse commencer. Le développement de l'énergie en Afrique permettra sans nul doute de générer des emplois, surtout pour les jeunes. Martèle enfin le coordinateur en charge des énergies renouvelables en Afrique. C'est très important l'engagement de l'Union européenne parce que très souvent, on nous fait des promesses, mais très souvent, les promesses ne sont pas suivies de réalisation. Et nous sommes très heureux de constater que cette fois, l'engagement de l'Union européenne est total. Et nous sommes convaincus qu'une fois que nous sommes tombés d'accord sur la gouvernance, les choses vont aller très vite. C'est vrai que nous sommes très heureux que nos amis nous accompagnent pour les énergies renouvelables. Mais comme a dit Mme Zouma et le président de la BAD, si nous voulons attendre seulement des énergies renouvelables, nous n'allons pas avoir d'énergie rapidement. C'est pourquoi, si nos amis financent les énergies renouvelables, nous allons continuer à financer les énergies fossiles. Et au fur et à mesure, ces énergies seront remplacées par les énergies renouvelables. Parce que personne n'ignore que sur 1 milliard d'Africains, nous le répétons tout le temps, 700 millions n'ont pas accès à l'électricité. Et si nos amis européens veulent que nos enfants cessent de mourir dans les eaux de la Méditerranée, il est extrêmement important que l'Afrique ait l'énergie, parce qu'elle vient de vous démontrer ce que l'énergie peut nous permettre pour transformer l'Afrique et donner du travail à nos jeunes. Donc je m'arrête là parce que l'essentiel a été dit. C'est seulement pour dire qu'aujourd'hui nous sommes prêts à agir avec nos amis européens. Tout ce qu'ils nous ont demandé a été fait. Nous attendons maintenant que ceux-ci passent à l'action concrète. Et je sais qu'avec votre dynamisme que
bousculer l'Union européenne et le commissaire pour que ce fonds arrive rapidement pour rassurer ma sœur. Merci. La présidente de la COP21 et le représentant de l'Union européenne ont tous deux manifesté leur joie de voir l'Afrique parler d'une seule voix concernant le développement des énergies renouvelables. Ces deux personnalités n'ont pas manqué d'exprimer leur volonté de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que les annonces qui ont été faites pour soutenir cette initiative africaine soient réalisées dans le plus bref délai, pour le plus grand bonheur des millions d'Africains qui continuent de végéter dans l'obscurité. Restons aux États-Unis où la Guinée vient de remettre officiellement les documents de ratification des accords de la COP 21 tenus lors de l'Assemblée générale de l'ONU tenue à Paris. L'on se souvient que tous les États du monde se sont engagés à réduire le réchauffement climatique à 2 degrés, un objectif ambitieux que la Guinée compte relever avec l'ensemble de la planète. En marge de ce séjour de travail, le président de la République a animé à New York un point de presse. Professeur Alpha Condé était accompagné par le vice-premier ministre belge. À l'ordre du jour, le programme Post-Ebola, objectif soutenir la Guinée dans sa démarche vers le développement socio-économique. Sanassi Keita. La relance économique post-Ebola. C'est le principal sujet de ce point de presse animé par le président de la République, le directeur régional Afrique du PNUD et le vice-premier ministre du Royaume de Belgique. L'objectif étant surtout de soutenir l'économie guinéenne fragilisée par la maladie à virus Ebola, en vue de réaliser plusieurs projets de développement socio-économique. Permettez-moi, au nom du système des Nations Unies et de l'administrateur du PNUD en particulier, de saluer, Monsieur le Président, votre leadership et votre engagement personnel dans la lutte contre le virus Ebola, une lutte qui a culminé le 1er juin 2016 à la déclaration de la fin de l'épidémie et le 31 août 2016 à la fin de la surveillance. La Guinée se redresse progressivement d'une situation de choc traumatisant imprimée par l'épidémie à virus Ebola. Aujourd'hui, le pays renoue avec la croissance économique avec un taux projeté par le FMI de 5,2%. Lors de la conférence des donateurs organisée par le secrétaire général des Nations Unies en juillet 2015 à New York, la Guinée avait présenté un programme de redressement post-Ebola de l'ordre de 2 milliards 280 millions. À la date d'aujourd'hui, près de 60% de ces financements est acquis. Il nous reste donc un gap de 40% à couvrir. Je voudrais, encore une fois, saluer l'élan de solidarité de la communauté internationale pour venir à bout de cette pandémie qui a injustement agressé notre âme collective. Et la Belgique a été aux avant-postes dans cette lutte. Mesdames et messieurs, Ebola nous a rappelé tristement mais opportunément un axiome clé en matière de développement, à savoir croissance sans résilience n'est que ruine de l'économie. Presque paraphrasant François Rabelais. Je voudrais, dans cette perspective, me féliciter du projet de mise en place par le gouvernement d'un fonds d'affectation spéciale ou Trust Fund pour le redressement post-Ebola avec précisément une forte tonalité sur le thème de la résilience. Le fonds ciblera principalement, comme l'a vu ce matin et tout à l'heure, comme l'a rappelé le président, des programmes relatifs à l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat féminin, la protection sociale, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la santé, la prévention des crises, la gouvernance et la cohésion sociale. Ces priorités sont au demeurant en parfaite congruence avec les recommandations programmatiques de la mission du conseil d'administration du PNUD, du NFPA et du NOPS, qui a récemment séjourné en Guinée. Et ces priorités viennent en appui à l'ambition toujours intacte et réaffirmée du pays de renouer avec sa trajectoire d'émergence. Nous tenons à féliciter le gouvernement pour avoir mené à bien un intense travail de préparation qui leur permet aujourd'hui devant nous de présenter un cadre programmatique convaincant et un outil de mise en œuvre adapté au contexte local. Ce fonds, qui permettra de réduire, voire de combler le gap de financement du programme de redressement post-Ebola, s'exécutera, comme nous l'a dit tout à l'heure le président, dans le cadre des principes du New Deal,
de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et du programme d'action d'Accra. Il apportera une plus-value certaine en termes de cohérence et de coordination. Il assurera une transparence accrue et une forte capacité d'absorption des fonds mobilisés au titre de la solidarité internationale par une adhésion complète aux standards internationaux en matière de gestion financière et de gouvernance. Je voudrais conclure en invitant les partenaires au développement à contribuer au financement du fonds et je réitère l'engagement total du système des Nations Unies et plus singulièrement du Bureau de gestion des fonds fiduciaires du PNUD à accompagner la Guinée dans la mise en œuvre de ce programme. Les ambitions du président de la République sont nombreuses après cette maladie à virus Ebola pour davantage mettre la Guinée sur le chemin du développement tant souhaité par l'ensemble de la population. Ce matin, les ministres avaient déjà fait la présentation des différents types et mécanismes qui ont été retenus pour opérationnaliser le fonds de relance post-Ebola, ainsi que les grandes lignes d'un programme phare que nous mettons en œuvre dans le cadre du fonds de relance. Il s'agit du programme de création d'emplois et de réinsertion socio-professionnelle des jeunes. Ça, c'est le premier programme. Un autre programme phare pour la relance économique concerne le programme national d'entrepreneuriat féminin. Au total, le fonds de relance couvre 5 piliers prioritaires de la politique de développement de la Guinée. En plus de la relance économique, de l'entrepreneuriat féminin et de l'emploi des jeunes, qui ensemble constituent le premier pilier. Ces piliers couvrent aussi la santé, la réduction des risques et des contingences, la protection sociale et le soutien aux groupes vulnérables, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que la gouvernance et la cohésion sociale. Le fonds de relance est un mécanisme spécifique de mobilisation des financements et d'exécution des projets que la Guinée met en place avec l'appui du PNUD, notamment son bureau de gestion des fonds fiduciaires à partenaires multiples. À la suite des conférences de Bruxelles, Washington et New York, qui ont été organisées respectivement en mars, avril et juillet 2015, sur le financement des plans de relance et de résilience post-Ebola dans les 3 pays les plus touchés par le cancer, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, nous souhaitons mobiliser 500 millions de dollars de financement supplémentaire pour la Guinée auprès de nos partenaires de développement dans le cadre de ce mécanisme qu'est le fonds de relance. Pour la gestion du fonds de relance post-Ebola, le président de la République rassure. Le fonds de relance sera géré conformément aux principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et ceux du New Deal, avec une gouvernance paritaire basée sur la responsabilité mutuelle du gouvernement et de ses partenaires de développement, par laquelle la Guinée s'approprie le leadership et la conduite des opérations, avec un comité de direction présidé par le ministre de l'économie et des finances et comprenant les représentants des systèmes des Nations Unies et des autres partenaires de développement. Donc voilà en gros ce qui constitue. Et le ministre des Finances signera au nom de la Guinée un accord avec le PNUD sur la mise en œuvre du mécanisme de fonctionnement du fonds entre le 4 et le 6 octobre en marge des assemblées générales du fonds et de la banque. Au cours de cette cérémonie, la Guinée annoncera la contribution du budget de l'État au financement des opérations du fonds de relance. Enfin, nous allons donc nous activer pour la recherche des financements. Nous avons demandé au Premier ministre belge hier de nous accompagner pour la réunion des bailleurs de fonds. Et nous sommes très reconnaissants à la Belgique qui nous a mis parmi les 14 pays prioritaires et qui nous a déjà accordé une assistance de 15 millions de dollars. Et nous comptons aussi sur l'appui du PNUD qui a déjà beaucoup soutenu les efforts de la Guinée, y compris la préparation du programme national de développement économique. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagné par le vice-premier ministre et par les responsables du PNUD. Et je pense qu'ensemble, nous allons travailler pour rendre ce programme effectif et surtout avec nos amis belges, puisque la Belgique a accepté d'être parent pour préparer la réunion plus tard des financements des bailleurs de fonds. Je vous remercie.
Le vice-premier ministre du Royaume de Belgique a à son tour rassuré au professeur Alpha Condé de la volonté du gouvernement belge à appuyer la Guinée dans la réalisation de ses nombreux projets de développement. Alexander De Croo a profité de cette opportunité pour largement parler du renforcement des relations d'amitié et de coopération mutuelle entre la Guinée et la Belgique. De New York, revenons à Conakry vers la mise en œuvre de l'accord du 20 août sur le dialogue interguinéen. Les protagonistes sont en concertation suivant le vœu du président de la République. Il s'agit de discuter de long en large des questions d'ordre politique pour niveler les divergences afin d'en cueillir les fruits escomptés. Mohamed Lamine Camara, reportage. Le dialogue politique inclusif étant un processus obligé, les acteurs politiques décident à nouveau de se retrouver ici au Palais du Peuple. Autour de cette table de négociation, les partis politiques signataires de l'accord du 20 août 2015, les représentants des institutions internationales et les membres du gouvernement débattent de toutes les questions visant à aplanir les divergences politiques pour aboutir à des résultats consensuels. Le cadre de dialogue inclusif demeure l'espace approprié pour débattre de toutes les questions, y compris celles considérées préjudicielles, afin de nous permettre de formuler des approches ou stratégies et des réponses consensuelles devant mener à l'adhésion et à la compréhension commune. Pour notre part, je puis vous rassurer de la disponibilité constante du gouvernement, notamment de mon département, à être à l'écoute positive de tous ceux qui œuvrent pour l'éclosion d'initiatives novatrices et mobilisatrices, aboutissant au triomphe de la démocratie apaisée et de l'état de droit. C'est en cela que je voudrais que chacun de nous se souvienne des actes et faits symboliques marquants que l'histoire retiendra dans la marche de notre pays vers l'exercice laborieux de la démocratie. Au cours de cette première journée du cadre du dialogue interguinéen, plusieurs sujets ont été discutés allant dans le sens du bon déroulement des séances de travail. Ces représentants des formations politiques s'engagent à bannir la haine dans le débat politique. Nous avons lors de cette première journée parlé de deux questions essentielles. Premièrement, le cadre de dialogue. Nous avons donc défini les partis politiques avec qualité à participer à ce dialogue et sous quelle obédience. Nous avons également parlé du présidium de ce cadre de dialogue parce que nous avons proposé que ce dialogue soit dirigé par une personnalité consensuelle, connue pour son impartialité et sa neutralité et dotée d'une solide expérience en matière de médiation. Et on sent qu'il y a aujourd'hui une vraie volonté d'apaisement de la part de tous les acteurs politiques. Je crois que c'est de bon augure. Ce n'était pas le cas lors des dialogues antérieurs. Et je crois que l'esprit de confrontation a cédé la place à l'esprit du débat, l'esprit de consensus. Nous avons établi un ordre du jour qui est autour de la révisitation pour l'essentiel de l'accord du 20 août, voir les points qui n'ont pas été appliqués. Et nous allons parler du cas des prisonniers arrêtés, jugés ou pas jugés, mais arrêtés lors des manifestations passées, des manifestations politiques. Et nous allons parler en quatrième position de l'organe qui doit suivre l'application de ce qui pourrait être les conclusions de cet accord. Ce cinquième dialogue politique inclusif suscite un espoir chez les Guinéens pourvu que les différents acteurs s'accordent sur l'intérêt supérieur de la nation. Ouvrons à présent le dossier du 28 septembre, à bientôt 7 ans, et ce massacre reste encore non élucidé, mais l'espoir que justice soit rendue est permise, puisque sur le plateau de l'émission Guinée Actu, le ministre de la Justice réaffirme l'engagement du pays à tenir ce procès. De nouveaux éléments se seraient ajoutés au dossier et une nouvelle date du procès est avancée. Suivez un extrait. Je m'étais fixé une barre avec le parquet général. On s'est dit, on va annoncer une bonne nouvelle aux Guinéens pour le 28 septembre et tout. Et là, ça ne sera pas possible, puisqu'on a découvert des victimes à Dakar.
notamment 2 dames ou 3 dames qu'on a découvert à Dakar. J'ai demandé, il faut absolument, notamment il y a une qui connaît un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas encore attraits dans la procédure. Hein? Donc un des 3 juges ira les interroger, etc. Et il y a ça. Et puis on espère que dans les 2 mois à venir, on pourra interroger les dernières personnes qui restent. Et tout. Auquel cas, d'ici la fin d'année, on pourra boucler ce dossier. Et vous savez, j'ai dit que puisque certains dans ce pays sûrement n'ont pas intérêt que ce procès ait lieu pour des raisons XY, ça les appartient, ça c'est leur problème et tout. Mais on ne peut pas faire l'économie de ce procès. Si jamais la Guinée ne fait pas ce procès, c'est la CPI qui va récupérer ce procès. Et à juste titre. Et je serai le premier à applaudir. Mais comme pour l'instant, de toute façon, au visa de ce qui a été fait jusque-là, on peut faire ce procès-là, donc on y va. Alors après, il reste des problèmes de moyens. C'est pourquoi, entre autres, pas uniquement pour ça, j'ai été aux États-Unis, c'est là où j'ai eu effectivement, pas des promesses, des engagements fermes et tout, puisque ça va être un procès spécial, un procès international, comme ce qui s'est passé pour Hissène Habré à Dakar, hein, et qui va durer quand même plusieurs mois. Un procès qui va durer en gros entre 4 et 6 mois. Voilà, l'intégralité de cette émission sera diffusée ce soir à partir de 21h30 sur nos antennes. Bien d'autres questions liées au fonctionnement de la justice en Guinée sont abordées. Et puis, le management de l'entreprise couvre plusieurs aspects. Pour cela, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel accroît les initiatives en vue de donner aux entreprises de meilleurs espoirs. Ils sont 2 consultants recrutés à cet effet pour renforcer les capacités managériales des cadres de quelques entreprises de la place. Le point avec Moussa Komara. Ils sont une vingtaine de cadres venus de l'Office national de formation et du perfectionnement professionnel et de l'UMS pour se doter de nouvelles compétences en management orientées vers le résultat. L'Institut de conseil de formation et de recherche en management assure la formation. Un responsable de ces départements, par exemple, de ces domaines, avant d'exercer ses fonctions de management, il doit connaître 4 fonctions de management, à savoir la fonction de planification, la fonction d'organisation, la fonction de direction et la fonction de contrôle. Et tout cela va se faire dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. Durant 10 jours, ces participants vont apprendre toutes les notions liées aux activités de management pour booster les performances de leur entreprise. Ces cadres apprennent également ici le visa pour le management. Ce nouveau concept pourrait permettre à ces 18 cadres d'être suffisamment outillés dans la gestion de leur équipe et leur propre personne pour beaucoup plus de résultats. Visa pour le management vise à former, je dirais, des managers, des senior managers, des directeurs à acquérir des compétences managériales complémentaires afin d'aider, je dirais, à une meilleure performance et de meilleurs résultats dans les entreprises. Au terme de cette formation, c'est de voir que l'ensemble de nos managers de MTN Guinée soient effectivement à l'aise, hein, et très à l'aise dans la gestion des différentes équipes et qu'ils puissent les aider eux aussi, si je veux parler de leurs différentes équipes, à évoluer, à progresser. Ces différentes formations sont financées par l'Office national de formation et du perfectionnement professionnel à la demande de ces entreprises partenaires. Pour nous, c'est déjà une fierté d'avoir une grande entreprise qui a confiance en nous, avec laquelle nous pouvons partir. C'est un signal que nous lançons et un appel aussi que nous lançons aux autres entreprises de la place pour leur dire que avec l'ONFPP, il y a moyen de baisser de façon drastique les budgets de formation avec la même efficacité, avec l'atteinte des mêmes objectifs. Ça ne change pas, c'est seulement le coût qui baisse. Et en matière de compétitivité, une entreprise ne demandera pas mieux que de baisser ses coûts et d'augmenter sa production ou sa productivité. Plus que résolu à accompagner les entreprises guinéennes dans leur plan de formation, le NFPP annonce d'autres volets pour permettre à ces entreprises d'être plus performantes pour une véritable compétitivité. Et puis, cette brève, le bureau exécutif de l'association des fondateurs d'écoles privées de Guinée projette une rencontre de concertation avec ses membres le samedi 24 septembre prochain. La rencontre aura lieu à l'hôtel Miel situé au quartier minière sur la Corniche. L'objectif de la rencontre est d'échanger autour des dispositions relatives à la rentrée des classes.
Parlons du DIH, droit international humanitaire, un concept qui s'applique en temps de guerre. La Croix-Rouge internationale dispense des règles aux enseignants en droit dans les établissements universitaires, ceci pour les aider à mieux cerner la responsabilité qui incombe aux belligérants d'appliquer les principes de droit commun. Habib Djama nous signe ce reportage. Dans ce conflit armé, le CICR s'est investi à tous les niveaux pour apporter son assistance aux personnes en détresse. Par ce acte, l'institution met en pratique la portée du droit international humanitaire. Depuis quelques années, la notion est inculquée aux enseignants des différentes universités du pays. Nous allons échanger sur des thèmes spécifiques du droit international humanitaire, les liens qui existent entre le droit international humanitaire et les droits de l'homme. La problématique de la répression des crimes internationaux, crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité, et amener les professeurs eux-mêmes à s'impliquer dans le cadre de la mise en œuvre, donc soutenir les autorités nationales pour la mise en œuvre du droit international humanitaire en Guinée. Dans ce nouveau périple, une dizaine de professeurs et chefs de département sont appelés à affiner leurs connaissances en droit international humanitaire. De leur expérience dépendra celle des étudiants en sciences juridiques. Le CICR a estimé que dans le cadre de la diffusion du droit international humanitaire, qu'il était essentiel de réunir l'ensemble des enseignants qui participent à l'enseignement de cette matière dans les différentes universités de Conakry, mais aussi les chefs de département qui sont les responsables pédagogiques qui programment les enseignants afin qu'ils soient outillés sur non seulement les règles relatives au droit international humanitaire, mais aussi les modalités d'enseignement de secours. En ma qualité de futur magistrat, sûrement j'aurai des personnes en face de moi qui auront dû commettre des infractions d'ordre international. J'aurai à les juger. Donc je crois que c'est un renforcement de capacité pour moi aujourd'hui par rapport au DIH. Le concours de plaidoirie interuniversitaire est un des volets de ce programme. Le CICR collabore également de manière étroite avec les États partis pour la mise en œuvre de la Convention de Genève sur les droits de l'homme. Tout à fait autre chose, le Mali a célébré ce jeudi le 56e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. La communauté malienne résidant en Guinée s'est fortement mobilisée à la chancellerie de ce pays frère pour commémorer ensemble la fête nationale. Younous Atawel Camara. La communauté malienne vivant en Guinée s'est fortement mobilisée pour donner un cachet particulier à la fête de l'indépendance de la République du Mali. Une fête placée cette année sous le signe du renforcement de l'unité nationale et de la paix durable dans ce pays menacé par le mouvement djihadiste. Nous, Maliens, nous devons être un des piliers de l'intégration entre le Mali et la Guinée. Surtout en ces jours mémorables où on savait que l'indépendance a été obtenue par l'Union Mali, Guinée, Ghana. Notre pays a besoin de l'unité. Et l'unité, c'est de la base au sommet. La Guinée et le Mali ont été des pionniers du mouvement de l'indépendance en Afrique. En plus de ce fait historique, leurs peuples sont aussi liés par l'histoire et la géographie. D'où la nécessité de promouvoir la cohésion sociale entre Guinéens et Maliens. Ce que je demande à tous les Maliens, de s'entendre, de se comprendre, de laisser cette différence qui est entre eux, que je ne sais pas pourquoi. Tout le monde doit se comprendre et se réunir pour renforcer déjà l'entente et la cohésion entre le Malien en Guinée ici, et ensuite prier bon Dieu que la paix revienne dans notre pays. En dehors du fait que le Mali soit un pays ami à la Guinée, le Mali est avant tout un pays d'honneur pour le colonel Bala Samawa, pour avoir y passé 3 ans de formation. À l'occasion, je souhaite un joyeux anniversaire à tout le peuple malien, présenter les condoléances aux différentes familles qui ont perdu les soldats pendant ces différentes attaques, que ce soit côté guinéen ou côté malien. Plusieurs activités sont prévues par le Conseil des Maliens en Guinée en collaboration avec l'ambassade du Mali à Conakry. Il s'agit notamment de la prestation des artistes et la lecture du Saint-Coran en vue d'implorer la grâce divine pour la quiétude sociale au Mali.
Dans l'actualité également, il se tient présentement dans le monde la semaine de prévention des accidents domestiques. Elle est consacrée à la population des personnes et de leurs biens, mais également à la prévention contre tous les risques. En Guinée, elle est célébrée sous les auspices de Veolia en partenariat avec l'électricité de Guinée. Nabi Camara prépare aux festivités. Dans le cadre de la Semaine mondiale de prévention des accidents, le comité Santé, Sécurité, Environnement de EDG a initié 3 activités sur le thème des 3 couleurs de notre pays, rouge, jaune, vert. La première s'est déroulée au siège de EDG dans la cité Chemin de Fer. Elle a porté sur la simulation des secours à une victime d'électrocution et l'extinction d'un incendie par les sapeurs-pompiers de Kaloum. Une opération suivie par plusieurs cadres et techniciens de l'EDG. Nous, nos actions, la première action de secours à victime, c'est-à-dire la vie est prioritaire par rapport au matériel. Donc quand il y a un problème, on cherche à sauver la vie. Quand on finit de sauver la vie, ensuite on va sur le matériel. Cela permet de façon dense, d'une manière ludique, de sensibiliser tous les agents de DG, qui sont également des citoyens, puisque c'est les situations que nous présentons, ou les conférences que nous allons donner, soit sur la prévention des accidents ou sur la santé, touchent chaque citoyen guinéen à son quotidien. Après cette démonstration de secours à victimes par la protection civile, les techniciens de EDG se sont retrouvés à la centrale de Kaloum et à leur service distribution à Koléa. C'était pour suivre des séances d'information et de sensibilisation sur l'hypertension artérielle dans le milieu du travail. Nous ne pouvons que les appuyer, les remercier pour que ces initiatives soient continuelles, parce que vous le savez, l'état de santé des travailleurs doit être un souci majeur pour la direction des ressources humaines. Ça y va dans l'intérêt de l'entreprise. C'est pourquoi la protection des travailleurs reste la préoccupation de EDG, dont l'ambition est d'être la meilleure entreprise du pays. Les forces de sécurité du kilomètre 36 ont effectué une saisie de plus d'une tonne de chanvre indien à Koya. Par ailleurs, à Bawa, district de Kouria, c'est dans la préfecture de Dubrika, 2 présumés bandits coupeurs de route ont été interceptés par les forces de la gendarmerie munis des armes de guerre. Le condensé avec le lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura. C'est dans cette camionnette immatriculée FC 3762 AG en provenance de Forcaria qu'une tonne et 335 kg de chanvre indien étaient dissimulés. Grâce aux efforts des services de sécurité mixte du barrage de kilomètre 66 de Koya, ces présumés trafiquants ont été repérés et arrêtés. Ces bagages n'eût été la vigilance de mes agents, ça ne sera pas facile. Puisque tout était cassé dans une antichambre, c'est-à-dire une carrosserie dans une carrosserie. Tout était dans ça. Et il a fallu qu'on dévise pour retrouver cette quantité. Ces 2 auteurs présumés bandits sont des coupeurs de route. Ils ont été interpellés par la gendarmerie nationale sur la route de Bawa, préfecture de Dubrika, munis de 3 PMK. Je ne connais pas ce qui est dans les valises. Le chauffeur est là. On l'a donné le chauffeur. Le chauffeur a donné, les gardes 5 000 francs. Le garde a dit non, c'est 10 000. Les jeunes là, elle a pris 5 000, elle a augmenté, elle a donné les gardes. Le garde a pris les 10 000, il dit non, il faut on fouille la bagage. Les jeunes à côté, elle a descendu directement. Elle a descendu directement, elle est inclinée, elle est partie. Moi, je restais à mon place. Ils ont fouillé, ils ont descendu sa sac, ça trouvait, il y a des armes là-bas. Et directement, le chauffeur a signalé, c'est moi avec les jeunes qui est en train de causer. C'est comme ça l'action est passée. Les bandits qu'on a arrêtés partaient à Bouquet pour braquer un commerçant qui venait à Conakry acheter des marchandises. Mais Dieu aidant, grâce à la vigilance de certains de nos agents postés au barrage de Bawa, on a pu mettre main sur eux. Pour l'heure, la gendarmerie de kilomètre 36 s'active sur le terrain. Quant aux présumés auteurs, ils sont maintenus dans les locaux disciplinaires de cette unité pour la suite des enquêtes. Comme annoncé au sommaire, à partir du 11 octobre prochain, la capitale guinéenne abritera le congrès électif de la Confédération africaine de handball. Plus d'une 50aine de pays sont attendus à ce rendez-vous continental. Une consécration pour le handball guinéen. Ibrahima Sori Fofana pour les détails. Le slogan Conakry, capitale du handball africain en 2016, telle est la volonté de la Fédération guinéenne de handball depuis quelques années. La construction du gymnase, l'organisation du Challenge Trophée et l'organisation du prochain congrès électif de la Confédération africaine de handball à partir du 11 octobre avec 54 pays sera le point d'orgue de tous les efforts. C'est le résultat
d'un travail que l'équipe de la Fédération guinéenne de handball a eu à faire pendant les 6 années. Et si je prends quelques résultats, au niveau des filles, nous étions 41e en 2010. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes 7e sur le plan continental. Au niveau des garçons, on était 43e. Aujourd'hui, nous sommes 13e. Donc, c'est un travail bien fait à la base par des techniciens qui a fait qu'aujourd'hui, nous méritons la confiance de la Confédération africaine de handball. Pour s'assurer des dispositions prises pour la tenue de ce congrès qui est placé sous la présence d'honneur de la Fédération internationale, le président de la Confédération était récemment à Conakry. Je compte sur le soutien de tout le peuple de Guinée. Parce que quand on parle du congrès, on ne parle pas de la Fédération guinéenne de handball seulement. Parce qu'il y aura toute l'Afrique qui sera là. J'attends le soutien massif et surtout les fédérations parce que une fois, les fédérations nous ont prouvé pendant qu'on organisait le trophée Challenge ici, ils étaient là comme si c'était leur compétition. Pour ce congrès aussi, je pense qu'ils seront là. C'est une affaire de tous. Après Alger en 2014, la Guinée participera pour la 2e fois à la Coupe d'Afrique des Nations de handball en série féminine prévue au mois de novembre prochain en Angola. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellent suite de programme en compagnie de programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.